Eh, bonjour. Alors, je vous installe là. Alors, on est le 11 décembre 2024. C'est le moment de faire le bilan de l'année. En début d'année, je vous avais parlé du PGR, le plan de gestion du rucher. Et donc, comme promis, je vais faire le bilan de cette année qui s'est écoulée. Je vais faire le bilan par rapport au rucher, avec quoi est-ce que j'avais commencé et avec quoi j'ai terminé. J'avais aussi, je m'étais donné des objectifs. Également par rapport au varroa, également par rapport au frelon asiatique. Je vous parle également du blog sur l'apiculture que j'ai, qui s'appelle mespremiersruches.com, et également des 2 formations que j'anime sur l'apiculture. Donc, voilà à quoi ressemble le plan. Alors, par rapport au rucher, en début d'année, je m'étais donné un objectif, j'avais 3 ou 4 ruches à peu près. Je m'étais donné un objectif, je dis bah, à la fin de l'année, j'aurai 10 ruches et je vais commencer la varie. Et bien, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, c'est vide. Enfin, les varies sont vides. Bon, avant de parler de la varie, j'avais 3-4 ruches au début de l'année, j'en ai eu 8. Alors, soit l'objectif n'est pas atteint, mais presque. Euh, et aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que par rapport aux rennes, c'est que des rennes de l'année 2024, que des rennes de cette année. Et donc l'année prochaine, je ne vais pas changer de rennes parce que j'ai des rennes qui auront 1 an, elles auront une très bonne dynamique de ponte. Donc là, ça sera parfait. Donc là, rennes 100% 2024, parfait. Nombre de ruches de 4 à 8. Bon, l'objectif est partiellement atteint. Et par rapport à la ruche varée, eh bien, j'ai pas commencé la ruche varée. Tout simplement parce que, ouais, je sais pas commencer à partir du moment où, là, j'ai que des dadas en fait. J'ai des ruches, j'ai des ruchettes de 10 cadres, j'en ai de 6 et j'en ai de 5 également. Donc une belle diversité. Mais comment est-ce que je fais pour passer d'un cadre de dadan à ça? Donc voilà, j'ai encore besoin de pas mal me renseigner et me former sur la varie. Pour l'instant, c'est pas du tout un de mes points forts, la varie. Ça va venir, j'irai vers la varie à un moment. Pour l'instant, j'en ai 2 varies avec aucune colonie dedans. J'ai même pas essayé cette année en fait. Euh, mais voilà un peu là, c'est le mauvais côté du bilan. Ensuite, par rapport au rucher, donc les ruches se trouvent derrière moi. Le rucher, donc bonne nouvelle, le rucher, 4 ruches, de 4 colonies, je suis passé à 8. En termes de miel, j'ai fait 32-33 kilos de miel, sachant que j'avais mis, comme j'avais commencé l'année avec 3-4 ruches, j'ai mis 2 ruches, 2 colonies en production. Et donc, ces 2 ruches m'ont produit 33 kilos de miel. Eh bien, très bien. Le miel, c'est pas ma top priorité. Là, je veux surtout voir une grande diversité de cas pratiques. Mais là, donc très bien, 33 kilos, ça me convient très bien. Voilà le premier bilan par rapport au rocher. Maintenant, bilan par rapport au varroa. Donc le varroa, à ce jour, 11 décembre 2024, j'ai eu 0 perte de colonie sur le varroa. L'année dernière, j'ai perdu une colonie avec c'est le fameux phénomène où on ouvre sa ruche et en fait on voit plus aucune abeille dedans, comme si les abeilles avaient fait leur valise. Elles ont fait l'état des lieux de sortie, elles sont parties et on voit simplement des cadres avec parfois des larves dedans, parfois des abeilles dedans, mais vraiment dizaines, cinquantaines de cadavres, pas plus. Elles ont disparu, vraiment. Ça m'est arrivé l'année dernière. Là, cette année, zéro perte. Parce qu'en fait, j'ai établi un nouveau protocole. J'en parlerai après dans la partie formation. Je me suis renseigné à fond sur le varroa, notamment en lisant le livre Varroa et Varrose de la FNOSAD, Fédération nationale. Enfin, bref, c'est une organisation qui s'occupe de la santé, qui donne des conseils sur la santé pour la veille. Et ils ont écrit un très bon bouquin qui s'appelle Varroa et Varrose. Vous pouvez l'acheter, je crois que c'est 15 € ou vous pouvez le trouver en PDF. Et dedans, bah, c'est bien de le lire, mais c'est bien de l'appliquer aussi. Là, j'ai essayé de l'appliquer. J'ai essayé en fait de mixer 2 choses. Une partie traitement chimique et également des traitements zootechniques. Traitement chimique, je continue de faire du dégoûtement à l'acide oxalique l'été et l'hiver. Plus tôt dans la journée, j'ai fait le dégoûtement pour l'ensemble des 8 ruches qui sont derrière moi. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que en termes zootechniques, je fais du retrait de couvain mâle, ou par exemple, je viens privilégier des traitements
lorsqu'il y a une rupture de ponte. Typiquement, pendant l'été, j'utilise ces petites cagettes. Je vous les montre de près. Petite cagette. Hop. Donc petite cagette comme ça, dans laquelle en fait j'enferme la reine pendant 21, 22, 23, 24 jours. Ça dépend par rapport au planning que j'ai et disponibilité que j'ai. Donc j'enferme la reine pendant l'été. Et ça provoque une rupture de ponte naturelle, ce qui fait que tous les varrois sont sortis des cellules, sachant que le varroa, il y a 80%, lors de la période de ponte, 80% des varrois qui sont à l'intérieur des cellules. Donc lorsqu'on traite, on traite que à peu près 20%, 20%, un tiers des varrois qui sont ce qu'on appelle phorétiques, qui sont en dehors des cellules. Et bien du coup, le fait de mixer les deux, on prend un peu le meilleur des deux mondes, la partie chimique et la partie biotechnique. Donc c'est ce que j'ai mis en place avec le plan anti-varroa, les 5 étapes. Et là, pour la première année où je l'applique à 100%, eh bien, j'ai aucune perte sur mon rucher, parfait. En plus, je fais du comptage, les différentes manières de compter, mais là, super satisfait de ce comptage et des résultats, avec 0 perte. À voir à la sortie d'hiver, ne jamais à l'abri d'une perte, mais là, pour l'instant, sur 8 ruches, aucune perte, parfait. Donc là, c'était le varroa. Maintenant, frelons asiatiques. Alors, frelons asiatiques, je suis pas le meilleur. J'ai acheté le livre d'Éric Darouzet sur le frelon asiatique. Je suis pas encore au top, un peu comme la varée. Je suis au top sur la gestion d'un rucher, je suis au top sur la gestion du varroa. Même si c'est la première année, après j'ai encore pas mal de pratiques à avoir. Frelon asiatique, je suis pas encore au top, mais j'ai pas eu une pression énorme. Il y a eu quelques nids en fait de là où est mon rucher, donc je suis situé en Savoie, aux alentours de Chambéry. Donc quelques nids. Ce qu'on a fait avec d'autres apiculteurs, c'est le syndicat qui a créé ça. Ils sont, en fait, on a piégé au moment du printemps pendant 8-10 semaines environ. C'était plus de 8 semaines parce que comme il a beaucoup plu cette année, on a voulu, enfin ils ont proposé d'étendre le piégeage. Et en fait, voilà, le piégeage, ça consistait à poser des pièges sélectifs. C'était donc le principe où il s'est posé des pièges sélectifs qui répondent à 3 critères. C'est-à-dire qu'ils ne laissent rentrer que des frelons asiatiques, pas des papillons. Bourdons, ils peuvent malheureusement toujours se retrouver dedans, donc il faut les libérer. Le deuxième critère, c'est que si un insecte, une abeille, une guêpe, une mouche rentre, elle peut sortir. Ça, c'est le deuxième critère important de ce type de piège. Et le troisième, c'est que l'appât n'est pas en contact direct avec les insectes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce type de piège, celui-là où il y en a un autre, je vais vous montrer. Alors voilà un autre type de piège, c'est le jabé prod. Donc, si vous pouvez le voir, je le pose ici. Hop, là il y a l'appât au fond. Bon, là c'est un peu fermenté, je vais le vider. Et en fait, là, c'est tous les frelons, ils n'ont pas un contact direct avec l'appât. Ce qui fait que s'il y a des insectes comme des abeilles ou autres, bah, ils ne viennent pas se noyer, ils sentent, ils n'ont pas accès directement à l'appât. Et plutôt que de se noyer, ils peuvent ressortir. Et les frelons, au moins, ça ne pourrit pas et c'est vraiment mauvais. Voilà un peu les 3 critères pour ce type de piège. Donc on a piégé au printemps, donc là c'était bien, j'ai eu 130 prises, il faudrait revoir une de mes anciennes vidéos, mais 130 prises à peu près pour le frelon asiatique. Donc là c'était bien. Et ensuite, à partir du mois d'août, j'en ai eu des frelons, mais pas une pression énorme. Je pensais que c'était en partie lié au piégeage de printemps, oui, mais beaucoup de personnes m'expliquent que l'année n'a pas été propice pour les frelons asiatiques, soit disons que c'est une combinaison un peu des deux facteurs. Et ce que j'ai fait également, je ne sais pas si vous voyez sur mon rucher, à un moment j'avais peur que le frelon soit il y ait trop de prédation sur le rucher, donc j'ai reculé l'ensemble du rucher et j'ai commencé à mettre en place ça. Ça c'est une sorte de grille qui doit faire 1 cm sur 1 cm, avec des carreaux 1 cm sur 1 cm, pour le poser devant le rucher. Le but c'était de gêner le frelon. Le but c'était de gêner le frelon, comme ça il pouvait avoir une prédation moins importante sur le rucher, mais en fait je l'ai enlevé au bout de 2 semaines, parce que je l'avais mal installé au début, ça se cassait la gueule, et 2 aussi c'était, j'avais pas une prédation aussi forte, ça gênait plus les abeilles, plutôt que c'était utile pour préserver des frelons. Donc voilà, ça m'a pas beaucoup intéressé de le faire.
Je l'ai enlevé donc au bout de 2 semaines. Peut-être que si à un moment j'ai une prédation très très forte des frelons, eh bien je le remettrai en place. Mais là pour l'instant c'est pas approprié. Donc là mon rucher, j'ai profité du moment de l'hiver pour tout redéplacer vers l'avant et avoir un rucher qui est prêt pour l'année. Et notamment, c'est cette partie-là en fait qui est vraiment importante derrière les ruches, que j'ai vraiment beaucoup d'espace. Donc voilà pour le frelon asiatique, pas beaucoup de problèmes. Donc voilà, j'ai fait le point sur le rucher, le varroa, le frelon asiatique. Quoi d'autre? Donc là c'est un peu à côté, parce que j'ai un blog sur l'apiculture et je forme les personnes en apiculture avec 2 formations. J'ai écrit moins d'articles. Parce que je suis un peu de recul par rapport aux articles, pas du tout par rapport à la pratique de l'apiculture, mais par rapport aux articles, où c'est assez difficile d'avoir, je crois qu'il y a 120 ou 130 articles de publier, un rythme important. Est-ce que je ferai surtout des articles, surtout des vidéos, je ne sais pas. Je continue bien sûr le blog, mais là je prends un petit moment de recul parce que c'est un peu fatigant d'écrire. Ça prend beaucoup de temps, surtout en plus avec la vie familiale. Je suis marié, j'ai 2 enfants. En plus, je suis salarié d'une entreprise, donc c'est assez prenant. Et mon rucher, j'habite à Lyon et mon rucher est en Savoie. Je me prends 1 heure et demie pour venir à mon rucher, donc je ne suis pas là tous les 4 matins. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu moins d'articles de fait, moins d'interviews aussi. Il y a l'interview de Denis Jaffray qui m'avait contacté pour qu'on parle frelon asiatique. Bah, là aussi, ça serait une interview intéressante. Je vais continuer bien sûr les interviews avec le podcast Tribu Happy. Il y a à ce jour 40 interviews. C'est le numéro 1 en podcast en apiculture. C'est simple, en fait, il n'y en a pas tellement que ça. Il y en a, je crois que c'est le seul où j'interviewe que des apiculteurs. Il y en a d'autres certains, mais ils parlent pas que d'apiculture. Là, c'est le seul à parler que d'apiculture. Donc, facile d'être numéro 1 quand on est seul. Mais voilà, ça je vais continuer article, je vais continuer blog. Par rapport aux formations, à ce jour, j'ai 2 formations. J'ai une formation qui s'appelle Produisez votre miel avec vos premières ruches, que j'ai sortie en 2023. Le but c'est d'aider les apiculteurs, enfin les personnes qui veulent apprendre l'apiculture ou ceux qui ont déjà des ruches mais qui veulent être plus à l'aise à vraiment comprendre ce que c'est l'abeille, comprendre le fonctionnement d'une colonie, les différentes formes d'apiculture, pour ensuite se lancer en apiculture avec une base la plus solide possible. Donc là, j'ai 70 élèves dans la formation. Ça se passe très bien. Je réponds toutes les semaines aux questions. C'est le mercredi, j'ai environ 1 à 6 questions, enfin 0 à 6 questions chaque mercredi. Donc mon but, c'est d'y répondre. J'ai un apiculteur qui est en Thaïlande. J'ai d'autres apiculteurs un peu partout en France. À un moment, j'en avais un en Polynésie française, mais je crois qu'il est rentré en France. Bref, des apiculteurs un peu partout. Et c'est vraiment fascinant, surtout de répondre aux questions, parce qu'il y a toujours des choses particulières qui se passent. L'apiculture, c'est pas une grande ligne droite. Il y a plein de cas pratiques différents qui se passent. Et donc j'aime beaucoup cette formation. Donc là, je continue avec la formation. J'ouvre les portes régulièrement, 2-3 fois par an. Ensuite, il y a une autre formation que j'ai sortie cette année, 2024, qui s'appelle le PAV. La PAV. Le PAV. Plan anti-varroa. L'idée, c'est j'ai mis en formation ce que je pratique maintenant par rapport au varroa. C'est expliquer qu'est-ce que c'est le varroa, qu'est-ce que c'est la varrose, comment on reconnaît les signes du varroa. Ça, c'est le début de la formation. Il y a 5 modules, je crois, 5 ou 6. Et comment est-ce qu'on fait un comptage, les différentes manières de compter. Et j'explique, ben voilà, quelles sont les meilleures techniques à ce jour pour traiter efficacement le varroa. Donc les meilleures techniques biotechniques, zootechniques, c'est-à-dire en l'absence de produits chimiques, et les meilleures techniques avec les produits chimiques, bio et non bio, avec le phénomène de résistance. Donc voilà, j'explique tout ça dans la formation plan anti-varroa. Et là, dans la formation, j'ai 17 élèves qui sont dans la formation. Je la mets à jour suivant les nouveautés qu'il y a en médicaments. Là, à ce jour, il n'y en a pas eu de nouveau, comme je l'ai sorti cette année, tout simplement. Mais voilà un peu les 2 formations. À voir à l'avenir, peut-être pour la varée, peut-être pour le frelon asiatique. Mais l'idée, c'est avant tout, j'apprends, je pratique, et ensuite, je mets ça en format de formation. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au moins, il y a plus de recul, un peu de retour d'expérience. Mais voilà un peu pour le plan de gestion du rucher, point de vue général, le rucher, le varroa, le frelon asiatique, le blog et les formations. Voilà, je réfléchis un peu au format que je ferai l'année prochaine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire.
j'ai toujours beaucoup de plaisir à pratiquer l'apiculture. Il y a toujours beaucoup de défis. C'est très très difficile quand même de commencer l'apiculture sans apprendre les choses parce que le varroa, on ne se rend pas compte et c'est un ennemi quasi invisible. On ne se rend pas compte de sa présence. On a du mal à se rendre compte de son potentiel, c'est à quel point il peut nuire. Il y a le frelon asiatique, ça on en parle beaucoup et là cette année ça va, encore ça dépend en France, mais il y a certaines années où c'est vraiment très difficile. Donc là aussi, il y a un peu une détresse de la part des apiculteurs parce que les mairies ne prennent pas vraiment le problème à cœur, ça dépend des mairies. Les syndicats essayent de mobiliser euh, autant qu'ils peuvent. Euh, Vraiment la bonne idée, c'est le piégeage de printemps. Je vous invite à vous renseigner ou même demander d'ores et déjà si vous êtes dans un syndicat apicole. Si vous n'êtes pas adhéré à un syndicat apicole, c'est vraiment très très important. Ils font des retours d'information géniaux, ça coûte vraiment quelques dizaines d'euros par an. C'est pas grand chose. En plus, vous avez des tarifs préférentiels pour les médicaments anti-varroa. C'est parfait, vous avez accès à un magasin où ils vendent du matériel apicole à prix réduit. Ils peuvent donner des formations qui ont des limites, mais qui sont pas mal. J'ai suivi une de ces formations au début. Mais oui, si vous adhérez à un syndicat, après vous pouvez faire un maillage avec plusieurs voisins qui pratiquent de l'apiculture pour piéger au printemps les rennes frelons asiatiques, les gines, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je suis pas un expert pour l'instant du frelon asiatique. Les gines et donc capturer les gines pour éviter qu'elles prolifèrent et créer plein de nids. Donc là, la méthode est géniale. À ce jour, je pense que c'est une méthode qui permet vraiment de... C'est l'effet de levier impressionnant parce qu'en capturant une reine, ça évite la plupart du temps d'avoir un nid. Un nid primaire et après un autre nid secondaire. Donc vraiment une des meilleures méthodes. Mais voilà, ce jour, bah, l'année prochaine, on verra. Je ferai un plan de gestion du rucher en début d'année pour voir où est-ce que je me lance en termes d'acquisition de matériel, où est-ce que je projette mon rucher. Mais je voudrais pas passer au-dessus de 10 ruches parce que j'ai ma vie personnelle de salarié, de père, de mari à côté. Donc j'ai pas envie de passer mon temps au rucher. 8 ruches, ça me paraît très bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette nouvelle année, l'année prochaine, avec le varroa, avec le frelon asiatique et en termes de production de miel. Euh, Là, ce que j'ai fait, j'ai un peu nettoyé en bas, enfin, devant le rucher et après un peu en bas. Essayer de planter quelques espèces mellifères. On a acheté je sais plus trop, 5 plants différents. Parce que ça, c'est une des bonnes choses, c'est que si vous voulez avoir du miel ou assurer des meilleures réserves à vos abeilles, eh bien plantez des plantes mellifères, pollinifères à côté de votre rucher. Ce sera un excellent moyen d'apporter un apport non, de pourvoir en nectar et en pollen à l'ensemble de vos ruches. Elles vous remercieront. Parce qu'il faut savoir que toutes les fleurs ne produisent pas forcément du pollen. Certaines n'en produisent pas en grande quantité. Et c'est la même chose pour le nectar, qui sont les bases de l'alimentation chez les abeilles. Donc si vous plantez, ça va aider grandement euh, votre, vos colonies. Et après, il y a une histoire de temporalité, parce que si vous plantez aujourd'hui, bah, ça n'aura pas forcément d'effet l'année prochaine, mais dans les 2, 3, 4, 5 ans qui arriveront. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. Merci d'avoir écouté le bilan de l'année 2024 pour le plan de gestion du rucher. À bientôt, la tribu Api.